Elle est trop vieille pour se battre contre nous. C'est ce que j'ai entendu, leur voix basse confiante, cruelle, mon propre fils et sa femme. Ils pensaient que je dormais, ils me pensaient faible. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que je vivais avec des étrangers qui portaient le masque de ma famille. Et cette trahison a allumé en moi un feu que je ne pensais pas posséder. Je m'appelle Monique et j'ai 73 ans. Avant d'aller plus loin, dites-moi, d'où m'écoutez-vous ce soir? J'aime savoir où mes histoires voyagent. Que vous soyez à Lille, à Marseille, ou quelque part de l'autre côté de l'océan, je veux que vous vous installiez confortablement, parce que ce que je vais vous raconter pourrait arriver à n'importe qui. Cela m'est arrivé ici, même sous mon propre toit. Après le décès de mon mari Henri, la maison semblait trop silencieuse. Chaque grincement du parquet me rappelait qu'il n'était plus là. Nous avions construit cette maison ensemble, pierre par pierre, pendant plus de 40 ans. Le jardin, le vieux chêne en face, même la balancelle sur la terrasse, tout cela faisait partie de nous. Alors, quand mon fils Étienne et sa femme Amandine m'ont dit qu'ils voulaient emménager pour un petit moment, pour m'aider un peu, j'ai dit oui. Je pensais que cela ramènerait la vie dans la maison. Au lieu de cela, ils ont apporté tout autre chose. Au début, c'était ces de petites choses. Amandine a pris le contrôle de la cuisine, disant qu'elle voulait me simplifier la vie. Cela ne me dérangeait pas. Le chagrin m'avait fatiguée. Puis elle a commencé à changer de petits détails. De nouveaux rideaux, une nouvelle peinture, de nouvelles règles. On devrait moderniser un peu, dit-elle un après-midi en passant sa main manucurée sur le vieux fauteuil en cuir de mon mari. Ces vieilleries rendent l'endroit lugubre. Des vieilleries comme moi, je suppose. Pourtant, j'ai souri et hoché la tête, essayant de garder la paix. C'est ce que nous faisons, nous, les mères, n'est-ce pas? Nous plions notre douleur soigneusement dans le silence et nous appelons cela de l'amour. Mais le silence peut être confondu avec de la faiblesse. Et c'est exactement ce qu'ils ont pris pour de la faiblesse chez moi. Au fil des mois, ils se sont mis à l'aise, trop à l'aise. Étienne a fait une réexpédition du courrier à son nom, disant que ce serait plus simple pour payer les factures. Amandine a commencé à recevoir des invités, parfois sans même me prévenir. J'entrais dans mon propre salon et je trouvais ses amis sirotant du vin, leur rire résonnant sur les photographies de mon mari au mur. « Monique, ma chérie », m'a dit Amandine une fois en agitant la main comme si j'étais l'invitée. « On essaie juste de rajeunir un peu cette maison. » Je voulais lui dire que cette maison n'avait pas besoin de jeunesse. Elle avait besoin de respect, mais les yeux de mon fils fatigué distrait me disaient de ne pas commencer une dispute. Alors, j'ai serré les dents. Les semaines sont devenues des mois et j'ai commencé à remarquer des choses plus subtiles. Ma chambre, la chambre principale, a été déplacée pour une meilleure luminosité, a-t-elle dit. Ils ont pris la grande selle avec la baie vitrée qu'Henri avait construite pour moi et m'ont donné la petite chambre d'amis au fond de la maison. Je n'ai pas protesté, je me disais que c'était temporaire. Puis, un soir, je suis passée devant le salon en allant vers la cuisine. La porte était entr'ouverte et je les ai entendus parler. Le ton d'Amandine était sec amusé. « Elle n'en a plus pour très longtemps, dit-elle. Et une fois qu'elle sera partie, on pourra enfin faire ce qu'on veut de cette maison. » Étienne a gloussé doucement. « Ne dis pas ça, chérie. Elle pourrait t'entendre. »« On m'a que... de me va ça, tonton. » La voix d'Amandine s'est faite sifflante. « S'il te plaît, elle est trop vieille pour se battre contre nous. Le monde est devenu silencieux. » Je suis restée là, la main sur le cadre de la porte, mon cœur battant si fort qu'il couvrait leur rire. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait demi-tour, je suis retournée dans cette petite chambre du fond qu'il m'avait donnée et je me suis assise au bord du lit. J'avais l'impression d'être assise dans ma propre tombe. J'ai fixé le papier peint floral qu'Henri avait choisi il y a des années et je me suis murmuré « trop vieille pour se battre ». Les mots brûlaient plus que n'importe quelle insulte, parce qu'ils ne me voyaient plus. Juste mon âge, juste ma fragilité, juste leur opportunité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge, le vent pressant contre la fenêtre, toutes ces choses silencieuses qui me rappelaient que j'étais encore en vie. Et alors que le clair de lune rampait sur le parquet, je me suis fait une promesse. Ils me pensaient finis. Ils avaient tort. C'est cette nuit-là que j'ai décidé de reprendre ma vie, ma maison et ma dignité, quoi qu'il m'en coûte. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de la cuisine, fixant mon café. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Même les oiseaux semblaient hésiter à chanter. Je n'arrêtais pas d'entendre les mots d'Amandine tourner en boucle dans ma tête comme une cruelle chanson. « Elle est trop vieille pour se battre contre nous.
Elle l'avait dit si nonchalamment comme si j'étais déjà partie. Étienne est entré à moitié habillé pour le travail faisant défiler son téléphone. Bonjour maman, marmonna-t-il en attrapant une tartine sans me regarder. Bonjour, ai-je dit doucement. Il n'a pas remarqué le tremblement dans ma voix. Ou peut-être l'a-t-il remarqué et a-t-il choisi de l'ignorer. Cela faisait encore plus mal. Amandine a suivi peu après ses talons claquant sur le carrelage. L'odeur de son parfum cher emplissait l'air aigu et artificiel tranchant avec l'odeur familière de ma maison. Monique, dit-elle vivement, je pensais qu'on devrait déplacer vos affaires dans la plus petite chambre près du jardin. Elle aura plus de soleil et ce sera plus facile pour vous d'accéder à l'extérieur. Elle souriait doucement, mais je pouvais le voir. Cette lueur de satisfaction dans ses yeux. Il ne m'aidait pas. Il me poussait dehors. C'est comme ça que ça a commencé. Les murs ont commencé à se refermer, pas tous en même temps, mais tranquillement, comme le lierre qui grimpe sur une maison jusqu'à ce que les fenêtres disparaissent. Je n'avais plus le droit de cuisiner car la cuisinière était trop compliquée pour moi. Mon courrier n'arrivait plus à mon nom parce qu'Étienne gérait les finances maintenant. Les photos de famille que j'avais accrochées pendant des décennies ont été retirées pour redécorer. Le portrait de mon défunt mari a disparu de la cheminée. Quand j'ai demandé où il était passé, Amandine a répondu « Oh, il jurait avec le nouveau décor. Il jurait, comme si sa mémoire était un meuble démodé. Parfois, j'entrais dans le salon et je trouvais Amandine et ses amis buvant du vin dans leurs vêtements de marque, riant de choses que je ne comprenais pas. Je me retirais tranquillement dans la cuisine invisible dans ma propre maison. Un soir, j'ai entendu l'une d'elles murmurer « Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec ta belle-mère. » Amandine a ri. « Oh, c'est temporaire. Elle s'éteint. » Ah, pas comme quand pas comme ça. Ce mot « s'éteint » s'est enfoncé dans ma poitrine. Étienne avait l'habitude de m'appeler chaque dimanche après la messe quand il était plus jeune. Il me parlait de son travail, de ses rêves, de ses projets. Mais maintenant, quand je parlais, il écoutait à peine. Si j'essayais de parler de la maison ou de mes inquiétudes, il soupirait. « Maman, s'il te plaît, Amandine essaie juste d'aider. N'en fais pas tout un problème. » Le ton était doux mais méprisant, la façon dont on parle à un enfant qui ne comprend pas. Je me souviens très bien d'un après-midi pluvieux. J'ai trouvé la vieille boîte à outils de mon mari dehors, trempée et rouillant près des poubelles. Cette boîte avait été sa fierté, remplie d'outils de son père transmis comme un héritage. Je l'ai rentrée la serrant contre ma poitrine. Quand Amandine m'a vue, elle a froncé les sourcils. « Oh, ce vieux truc, je pensais que c'était à jeter. Ah, mais… » Je l'ai regardé sans voix. « Les outils d'Henri ne sont pas à jeter, » ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. « Eh bien, ça prend juste de la place. On essaie de faire du vide. » Faire du vide, comme si j'étais la prochaine sur la liste. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre dans la petite chambre du fond, regardant la pluie couler sur la vitre. Chaque gouttelette ressemblait à un souvenir s'effaçant. Les rires, les dîners et la vie qu'Henri et moi avions bâtie. J'ai réalisé que je ne vivais plus dans ma maison. Je survivais dans la leur. Je commençais à remarquer leur chuchotement, plus souvent le silence soudain quand j'entrais dans une pièce, les regards échangés. La façon dont la main d'Amandine s'attardait trop longtemps sur les enveloppes qui arrivaient à mon nom. Mon cœur me disait que quelque chose se préparait, quelque chose de cruel et de délibéré. Un soir, en débarrassant les assiettes, j'ai surpris le reflet d'Amandine dans la fenêtre. Elle souriait toute seule, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Puis elle a dit presque à personne « Bientôt ce sera enfin à nous ». Je me suis figée. À nous. Ce simple mot a transformé ma suspicion en effroi. Quand je suis allée me coucher cette nuit-là, j'ai glissé les papiers de l'acte de propriété, ceux qu'Henri et moi avions gardés dans un tiroir pendant des décennies sous mon oreiller. Quelque chose en moi me murmurait qu'il ne serait pas en sécurité longtemps, et alors que j'étais allongée là, écoutant la pluie s'adoucir contre le toit, j'ai compris la vérité. J'étais déjà assiégée. La maison que j'avais bâtie avec amour m'était volé un acte silencieux à la fois. Et bientôt, il passerait à l'action. C'est étrange comme la trahison n'arrive pas toujours avec le tonnerre. Parfois, elle vient déguisée en gentillesse. Quelques semaines après cette nuit pluvieuse, Amandine est venue me voir avec un dossier à la main et un sourire mielleux qui aurait pu tromper n'importe qui sauf Dieu. « Monique, dit-elle, en faisant glisser les papiers sur la table de la cuisine. Ce sont juste quelques mises à jour pour l'assurance et les factures, vous savez, pour s'assurer que tout continue à fonctionner au cas où, eh bien, vous savez… »
en cas d'urgence. Sa voix s'est adoucie sur ce dernier mot urgence, comme si elle me faisait une faveur. Étienne se tenait derrière elle appuyé contre le comptoir avec ce même air distrait. Il ne voulait pas croiser mon regard. Je me souviens savoir y penser pourquoi ne peut-il pas me regarder? J'ai hésité. Quel genre de mise à jour? Amandine a soupiré doucement comme si j'étais une enfant. Oh, rien d'important. Juste des formalités. La maison, les factures, tous ces trucs ennuyeux. On va s'en occuper pour vous? Mon cœur s'est serré. J'ai baissé les yeux sur les papiers. Tant de pages avec des mots juridiques qui nageaient dessus comme une langue étrangère. Je n'y comprenais pas grand-chose, mais Étienne a hoché la tête en disant doucement « C'est bon, maman. Signe juste comme ça, on pourra gérer les choses pour toi. » Et je l'ai fait, parce que c'est ce que font les mères. Nous faisons confiance à nos enfants, même quand quelque chose au fond de nous dit de ne pas le faire. J'ai signé mon nom sur la ligne pointillée cette nuit-là, sans réaliser que je cédais plus qu'une permission. Je signais l'abandon de ma maison, le dernier morceau d'Henri qu'il me restait. 1 mois plus tard, je suis allée à la préfecture pour renouveler mon permis de conduire. L'employé au guichet m'a demandé un justificatif de domicile. Je lui ai tendu une copie de ma facture d'électricité. Elle y a jeté un œil, a froncé les sourcils et a dit « Madame, cette facture n'est pas à votre nom. Elle est au nom de Monsieur Étienne et Madame Amandine Dubois. » J'ai ri nerveusement. « Oh, ce doit être une erreur. » Elle a secoué la tête. « Vous devriez vérifier ça avec votre famille. » Je suis rentrée chez moi en tremblant. Chaque pas sur le seuil de la porte me semblait plus lourd. Je voulais confronter Étienne sur le champ, mais il était au travail. Amandine se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone, un verre de vin blanc sur la table basse. « Amandine, ai-je dit prudemment, pourquoi mon nom a-t-il disparu des factures ?» Elle n'a même pas levé les yeux. « Oh ça, on les a juste mises au nom d'Étienne. C'est plus simple pour les impôts. » Alors pourquoi mon adresse est-elle aussi sous son nom? Elle a levé les yeux, alors son expression froide. Parce que cette maison est à lui maintenant. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mes oreilles bourdonnaient si fort que le monde semblait basculer. Qu'as-tu dit? Amandine posa son téléphone et croisa les jambes. Vous avez signé les papiers de transfert le mois dernier, vous vous souvenez? Tout est officiel. La maison appartient à Étienne maintenant. La pièce s'est mise à tourner. Je pouvais à peine respirer. Papier de transfert? Oui, dit-elle en souriant faiblement. Vous étiez d'accord pour nous laisser gérer les choses pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. On s'occupera de tout. S'occuper de tout. Ces mots sonnaient comme le couvercle d'un cercueil qui se ferme. J'ai titubé jusqu'à ma chambre et j'ai verrouillé la porte, mes mains tremblantes, alors que je tirais le tiroir qu'Henri avait construit sous la commode. L'acte de propriété, celui que nous avions gardé en sécurité pendant 40 ans, avait disparu. Je me suis assise par terre, serrant ma poitrine, la réalisation me frappant comme de l'eau glacée. J'avais signé l'abandon de ma maison. Les larmes sont venues, mais pas le genre de larmes qui coulent rapidement. Elles sont venues lentement, lourdes, anciennes. J'ai pensé à Henri, à sa fierté, lorsque nous avions payé la dernière traite, comment il m'avait embrassée sous ce chêne et m'avait dit « Nous l'avons construite, Monique. Elle est à nous pour toujours. » Pour toujours. Et pourtant, d'une seule signature, je les avais laissés effacer ce mot. Le lendemain matin, mon amie Marthe est passée. C'était une vieille amie de la paroisse, le genre qui pouvait voir la douleur même quand on essayait de la cacher. Elle a remarqué mes yeux gonflés et s'est assise tranquillement à côté de moi. « Que s'est-il passé, Monique ?» Je lui ai tout dit. Chaque mot cruel, chaque papier, chaque murmure. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main tremblante. « Mon cousin est avocat, dit-elle doucement. Il s'occupe d'affaires d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Peut-être que tu devrais lui parler. » J'ai secoué la tête. « Je ne peux pas faire ça, Marthe. C'est mon fils. » Mais si ça m'a elle m'a serré la main plus fort. Peut-être qu'il a déjà cessé d'en être un, ma chérie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis restée assise dans le noir serrant la vieille alliance de mon mari que je portais sur une chaîne. Et pour la première fois depuis sa mort, je n'ai pas prié pour la paix, mais pour la force, parce que l'amour avait bâti cette maison. Mais maintenant, il faudrait du courage pour la sauver. Pendant quelques jours après cette nuit, j'ai bougé comme un fantôme dans ma propre maison.
J'ai cuisiné en silence nettoyé, ce qui n'était plus à moi dormi dans une chambre qui semblait soudainement empruntée. Je ne pleurais plus. Cette étape était passée. Ce qui est venu ensuite était plus silencieux, plus lourd, comme un orage qui se rassemble avant l'aube. Amandine se comportait différemment maintenant. Il y avait une nouvelle assurance dans son ton, une confiance qui me tordait l'estomac. Elle passait devant moi en fredonnant sa voix douce mais suffisante. Une fois, elle m'a même tapoté l'épaule et m'a dit « Vous serez tellement plus à l'aise quand vous n'aurez plus à vous soucier de cet endroit ». Ce mot « à l'aise » n'avait jamais sonné de façon aussi cruelle. Mais la vie a une façon de placer les bonnes personnes à vos côtés, juste avant que vous ne vous effondriez. Et pour moi, c'était Marthe. Elle est passée ce dimanche après-midi-là, apportant un clafoutis aux pêches et un regard qui en disait long. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, dit-elle en posant le plat, et j'ai appelé mon cousin Maître Durand. Il est à la retraite maintenant, mais il prend encore quelques affaires. Il a dit qu'il vous recevrait. J'ai hésité. Marthe, je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Elle a agité la main. Il le fait à titre gracieux. Il dit que c'est son devoir de protéger ce qui est juste. Bon, j'ai fixé le plat pendant un long moment avant de hocher la tête. D'accord, mais gardons cela secret. Oh. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Un chemisier bleu clair, un pantalon gris, la vieille montre de mon mari. J'ai dit à Amandine que j'allais à la pharmacie. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. D'accord. N'oubliez pas vos pilules. Quand je suis sortie, la lumière du soleil m'a semblé être la liberté. Je n'avais pas ressenti ça depuis des mois. Le bureau de Maître Durand se trouvait dans un vieil immeuble en briques du centre-ville, le genre avec des planchers qui craquent et une odeur de papier et de temps. Il approchait des 80 ans, mince le regard perçant avec une voix qui pouvait trancher les mensonges comme du beurre. « Madame Dubois, dit-il en me serrant la main, Marthe m'a un peu expliqué. Commençons par le commencement. » Je lui ai tout raconté. Les papiers, les signatures, l'acte disparu, les mots d'Amandine. Il a écouté sans m'interrompre, griffonnant occasionnellement des notes d'une main soignée et délibérée. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. « Ce qu'ils ont fait, dit-il lentement, s'appelle un abus de faiblesse. C'est illégal et vous avez des motifs pour le contester. Ces papiers que vous avez signés, si vous avez été induite en erreur contrainte, ou si vous ne les compreniez pas, ils peuvent être invalidés. » Mon cœur battait dans ma poitrine. « Vous voulez dire que je peux récupérer ma maison ?» Il a souri faiblement. « C'est possible, mais vous devez être patiente et silencieuse. Ne les confrontez pas encore. Laissez-moi rassembler les archives, les relevés bancaires, les signatures. Plus nous travaillons en silence, plus notre frappe sera forte. » Je suis restée assise là dans un silence stupéfait. Pendant des mois, je m'étais sentie comme une ombre, mais maintenant quelqu'un me voyait. Pas comme une vieille femme, pas comme une faible, mais comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Avant que je ne parte, il a dit quelque chose qui m'est resté. « Madame Dubois, les gens confondent souvent l'âge avec l'impuissance. Ils oublient. Le temps vous apprend à attendre, à observer et quand agir. » De retour à la maison, Amandine était dans le jardin au téléphone riant de quelque chose. J'ai marché près d'elle sans un mot. À l'intérieur, j'ai ouvert mon vieux journal, celui qu'Henri m'avait donné il y a des années, et j'ai recommencé à écrire. 15 mars. Ils ont retiré mon nom de l'acte de propriété, mais ils ne retireront jamais ma volonté. Chaque nuit après cela, j'écrivais tout. Date, heure, conversation. C'est devenu mon rituel silencieux. Mon arme. J'ai commencé à garder des copies de chaque enveloppe qui arrivait, notant celle qu'Amandine cachait. J'ai trouvé le cachet du notaire sur les documents que j'avais signés et j'ai pris une photo avec le vieux téléphone à clapper de Marthe. Chaque détail devenait une pièce du puzzle que je construisais. Étienne me parlait à peine ces jours-là. Quand il le faisait, c'était bref et froid. « Tu as été silencieuse, maman. Tout va bien ?» Je souriais et je disais « Juste fatiguée, mon chéri. Tu sais ce que c'est. » Il ne savait pas combien de pouvoir vivait dans ces mots, parce que fatigué ne veut pas dire fini. Un soir, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. Cheveux argentés, rides douces, mais des yeux qui semblaient à nouveau vivants. Je me suis murmuré « Ah, tu pensais que je ne pouvais pas me battre? Tu as oublié qui t'a élevé. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi paisiblement, parce que le plan avait commencé. Silencieux, stable et implacable. Tout comme moi,
Parfois, la vengeance n'a pas besoin de cris. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Le genre de patience qui ne vient qu'avec l'âge. Au cours des semaines suivantes, j'ai joué mon rôle avec soin. Je souriais quand Amandine me parlait, je hochais la tête quand Étienne prétendait que tout allait bien. Mais derrière ces gestes tranquilles, Maître Durand et moi préparions quelque chose de bien plus bruyant que les mots ne pourraient jamais l'être. Il avait commencé à rassembler des preuves, des signatures falsifiées des virements bancaires, modifiées des témoignages du notaire qui avait été payé un supplément pour fermer les yeux sur quelques détails. Chaque révélation était comme retirer une couche de pourriture dont j'ignorais l'existence. Chaque fois que je m'asseyais dans son bureau, je ressentais cet étrange mélange de douleur et de pouvoir. Douleur pour le fils que j'avais perdu à cause de l'avidité et pouvoir parce que pour la première fois, je faisais quelque chose. Un matin, Amandine et Sweat-Tutu me trouvaient dans la cuisine les bras croisés. Son rouge à lèvres était parfait, son sourire crispé. Monique, dit-elle, Étienne et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est temps que vous déménagiez dans une résidence senior. Quelque part de bien de paisible, vous le méritez. J'ai levé les yeux de ma tasse de tisane. Oh oui, continua-t-elle, la voix mielleuse et fausse. C'est juste que cette maison est compliquée à gérer. Et avec le marché immobilier si bon en ce moment, on pourrait la vendre et utiliser une partie de l'argent pour s'assurer que vous soyez à l'aise. J'ai senti mon cœur cogner. L'audace était à couper le souffle. Donc vous vendriez la maison, ai-je dit lentement, et vous me mettriez dans une résidence. Amandine a souri. Ne le dites pas sur ce ton dur. On essaie juste d'anticiper. Anticiper, le mot avait un goût de poison. Je lui ai offert mon plus doux sourire. C'est très attentionné de ta part, ma chère. Laisse-moi y réfléchir. Elle a souri pensant avoir gagné. Bien sûr, prenez votre temps. Mais pas trop longtemps. Les maisons comme celle-ci ne restent pas sur le marché. Mais c'est pensé qu'elle n'aime pas ça. Quand elle est partie, je suis restée parfaitement immobile. Mes mains tremblaient, mais plus de peur, d'anticipation, parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Durand. Il est temps, ai-je dit. Il n'a pas demandé de détails. Alors commençons. En moins d'une semaine, les documents étaient déposés. Plainte pour transfert frauduleux, abus de faiblesse sur personnes vulnérables et demande d'injonction d'urgence. Maître Durand travaillait comme un homme de la moitié de son âge déterminé et précis. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, m'a-t-il dit, le tribunal aura déjà agi. Et puis, un après-midi s'est arrivé. J'étais en train de tailler les roses dans le jardin quand la voix d'Amandine a fendu l'air. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle. Je me suis retournée lentement. Elle se tenait près de la boîte aux lettres, agitant une grande enveloppe blanche épaisse à l'allure officielle. Étienne était à côté d'elle, palais confus. J'ai retiré mes gants, j'ai essuyé la terre de mes mains et je me suis approchée. Quelque chose ne va pas. Elle a déchiré l'enveloppe, l'a parcourue rapidement avant de lever les yeux vers moi. Son visage était tordu par l'incrédulité. « C'est un avis d'expulsion, adressé à nous. » J'ai hoché la tête doucement. « Oui, cela semble correct. » Étienne a scié. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai croisé son regard. Les mêmes yeux qui me regardaient autrefois avec amour maintenant remplis de culpabilité et de panique. « C'est la justice, Étienne. Je t'ai dit un jour que cette maison avait été construite avec amour. Il s'avère que l'amour peut encore se défendre quand il est acculé. » Le visage d'Amandine est devenu rouge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes propriétaires de cet endroit. » J'ai souri calme et imperturbable. « Non, ma chère, vous l'avez falsifié, et la loi n'est pas d'accord avec vous maintenant. » Pendant un moment, le seul son fut le bruissement des feuilles du chêne au-dessus de nos têtes. Puis Amandine a jeté l'enveloppe par terre, se dirigeant en trombe vers la porte. Étienne l'a suivie marmonnant dans sa barbe. « Comment as-tu pu, maman ?» j'ai murmuré en retour. « Vous ne m'avez pas laissé le choix. » Ils ont claqué la porte derrière eux. Je suis restée sur cette terrasse respirant l'air lourd du soir. Mes mains sentaient encore faiblement les roses, les épines et tout le reste. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau à ma table de cuisine, au même endroit où ce cauchemar avait commencé. Mais cette fois, je ne tremblais pas. Le processus judiciaire ne faisait que commencer. Il y aurait des audiences, des documents, des signatures, mais l'équilibre du pouvoir avait changé. Les murs qui s'étaient autrefois refermés sur moi étaient enfin en train de les repousser. Maître Durand a appelé plus tard pour confirmer. La décision du tribunal est en votre faveur. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux. Je l'ai remercié, la voix tremblante.
Je n'ai jamais pensé que je gagnerais. Il a gloussé doucement. Vous n'avez pas gagné, Madame Dubois. Vous avez récupéré ce qui était déjà à vous. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé les photos de famille qu'Amandine avait décrochées, mais jamais détruites. Je les avais trouvées cachées dans une boîte au grenier. Je les ai remises sur la cheminée une par une en essuyant la poussière. Et alors que l'horloge sonnait minuit, j'ai murmuré au portrait d'Henri. Il pensait que j'étais trop vieille pour me battre, mon chéri. Il s'avère que j'avais juste besoin du bon combat. Les jours qui ont suivi ont semblé à la fois longs et fugaces, comme se tenir dans une tempête où tout ce que vous aimez est secoué. Pourtant, vous savez que c'est exactement ce qui devait arriver. Étienne et Amandine ont cessé de me parler après cette soirée. Pendant un temps, la maison a été remplie d'un silence étrange et tendu. Pas de rire, pas de bavardage, juste des bruits de pas des portes qui se ferment, des tiroirs qui claquent. Je me déplaçais tranquillement dans les espaces qui m'appartenaient autrefois, écoutant leurs chuchotements rageurs depuis le couloir. « Elle nous a piégés !» sifflait Amandine une nuit. « C'est ma mère !» marmonnait Étienne. « Alors c'est une mère vindicative !» claqua-t-elle. Je ne répondais pas. Je n'en avais pas besoin. Chaque matin, l'ordonnance du tribunal était sur le réfrigérateur, un rappel que la vérité était enfin de mon côté. Ils ont commencé à emballer lentement comme des gens qui refusent de croire à l'inévitable. Étienne rentrait tard, les yeux cernés de rouge, m'évitant complètement. Parfois, je l'entendais marmonner au téléphone, probablement à des avocats, peut-être à des amis, peut-être juste au fantôme de sa culpabilité. Et Amandine, elle se pavanait, prétendant ne pas s'en soucier, mettant de la musique à fond l'après-midi, projetant son parfum dans l'air comme une armure. Mais chaque fois qu'elle me croisait, elle tressaillait légèrement, quand elle surprenait le calme dans mes yeux. Le matin où ils sont finalement partis, je me tenais sur la terrasse alors qu'un camion de déménagement arrivait. Étienne est passé devant moi en portant des cartons les épaules basses. Amandine aboyait des ordres aux déménageurs, claquant des doigts, sa manucure parfaite, tremblant peu importe ses efforts pour le cacher. Quand Étienne est sorti pour la dernière fois, il s'est arrêté devant moi. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. « J'ai pris une profonde inspiration. Vraiment, vous m'avez pris ma maison, Étienne. Vous avez fait de moi une étrangère dans la vie que j'ai bâtie. » Il a grimacé, regardant toujours le sol. « Je pensais qu'on aidait. » « Non, ai-je dit doucement, tu pensais que j'étais impuissante. » Il a finalement levé les yeux et je l'ai vu. La honte, le garçon que j'avais élevé vacillait derrière l'homme qui m'avait trahi. « Je suis désolée, maman, » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête lentement. « Je sais que tu l'es. Mais désolée ne reconstruit pas la confiance. Cela demande du temps et de l'honnêteté. » Amandine est apparue derrière lui, les bras croisés. « Vous avez tout gâché, cracha-t-elle. Vous allez mourir seule dans cette maison, vous le savez. » J'ai souri faiblement. « Alors je mourrai en paix, ma chère. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Son visage s'est tordu, mais elle n'a pas répondu. Elle est partie en trombe vers la voiture, claquant la portière. Étienne a hésité un instant de plus, puis l'a suivi. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, la poussière s'est levée dans la lumière du soleil, dansant comme de minuscules fantômes de ce qui fut. Je suis restée là à les regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Au bout de la route, les branches du chêne se balançant doucement au-dessus de moi. Et juste comme ça, la maison était à nouveau silencieuse. Mais cette fois, c'était un silence paisible. Cet après-midi-là, Maître Durand est passé pour déposer les documents finaux. Titre de propriété restauré bien sécurisé. Il a posé le dossier doucement sur la table de la cuisine. « C'est à nouveau officiellement à vous, Madame Dubois, entièrement et légalement. » J'ai souri à travers des larmes que je n'avais pas réalisé couler. « Vous m'avez redonné plus qu'une maison, Maître Durand. » Il a ajusté ses lunettes, souriant gentiment. « Vous avez fait ça vous-même. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous rappelle que vous le pouviez encore. » Après son départ, j'ai traversé chaque pièce touchant les murs, les meubles, les fenêtres réclamant chaque morceau de ma vie. J'ai retrouvé le portrait de mon mari dans cette même boîte au grenier et je l'ai replacé au-dessus de la cheminée où était sa place. L'air semblait plus léger, la maison respirait à nouveau. J'ai passé cette soirée assise sur la terrasse, regardant le coucher de soleil déverser de l'or sur le jardin. Pour la première fois depuis des mois, je me suis fait une tisane. Une vraie tisane dans ma tasse en porcelaine préférée. Je pouvais presque entendre la voix d'Henri dans le vent. « Tu as bien fait, Monique, tu es rentrée à la maison.
Une larme a glissé sur ma joue, mais ce n'était pas de tristesse, c'était du soulagement, parce que la justice n'est pas bruyante, elle est silencieuse, stable et profondément humaine. Cette nuit-là, j'ai écrit une dernière ligne dans mon journal. Ils pensaient posséder ma maison, mais tout ce qu'ils ont jamais possédé, c'était leur avidité. Et alors que les étoiles apparaissaient, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. Dans les semaines qui ont suivi, la paix est devenue quelque chose que j'ai dû réapprendre. Pas le genre de paix douce et tranquille, mais celle qui ne pousse qu'après qu'une tempête soit passée et ait tout changé. Je me réveillais tôt chaque matin au son du vent frôlant le chêne dehors. Pendant des mois, ce son m'avait fait souffrir de solitude. Maintenant, il ressemblait à un hymne, un rappel silencieux que j'étais toujours là, toujours debout, toujours moi. La maison aussi semblait différente, plus légère. L'air ne transportait plus le parfum d'Amandine ou la tension d'une cruauté non dite. Chaque grincement, chaque écho m'appartenait à nouveau. J'ai recommencé à cuisiner dans la cuisine sans me sentir comme une intruse. L'odeur des biscuits, des skis et du café remplissait les pièces comme avant quand Henri était en vie. Je me surprenais à fredonner parfois doucement sans le vouloir. C'était le son de la vie qui revenait. Quelques voisines ont commencé à s'arrêter quand elles m'ont vue à nouveau jardiner. Madame Martin du bout de la rue a apporté une tarte au citron et a dit « Ça nous manquait de vous voir dehors, Monique ». Cette simple phrase m'a presque brisée. Pendant des mois, j'avais été invisible dans mon propre quartier piégé, derrière les murs de la honte et du silence. Et maintenant, le simple fait d'entendre quelqu'un dire « Vous nous avez manqué » me faisait me sentir à nouveau humaine. Marthe venait souvent aussi. Elle s'asseyait sur la balancelle avec moi, sirotant toutes les deux une tisane le soleil de fin d'après-midi, peignant le jardin d'or. « Tu sais, dit-elle un jour, tu aurais pu abandonner 100 fois, mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui fait que cette histoire est la tienne. » Ah, je lui ai souri. Peut-être. Ou peut-être que Dieu m'a juste donné les bons amis au bon moment. Un après-midi, en triant de vieilles boîtes, j'ai trouvé une lettre qu'Henri avait écrite il y a des années glissée dans l'une de ses boîtes à outils. Le papier était jauni, l'écriture pâle, mais les mots étaient clairs. Si tu lis ceci, Monique, c'est que je ne suis plus là pour te le dire. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite dans ta propre maison. Tu as toujours été la plus forte, même quand tu ne le sentais pas. J'ai tenu cette lettre longtemps, les larmes coulant librement maintenant, non pas de douleur, mais de gratitude. Il m'avait connue mieux que quiconque. Il avait cru que même face à la trahison, je retrouverais le chemin vers moi-même. Et je l'avais fait. Quelques semaines plus tard, Étienne a appelé. Sa voix était hésitante, presque enfantine à nouveau. « Maman, dit-il doucement, je voulais juste savoir si tu allais bien. » Il y eut un long silence avant que je ne réponde. « Je vais bien, ai-je dit doucement, et j'espère que toi aussi. » « J'essaie, admit-il, Amandine est partie. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus gérer tout ça. » J'ai fermé les yeux. « Étienne, tu as fait des erreurs, des grosses. Mais tu es toujours mon fils. Ne confonds plus jamais l'amour et la propriété. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Je ne le ferai plus, je te le promets. » Quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni colère ni pitié, juste un calme étrange. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il libère juste l'emprise que cela a sur votre cœur. Maintenant, chaque dimanche, je m'assois sur la terrasse avec une part de tarte au citron regardant le soleil plongé derrière le chêne qu'Henri a planté à la naissance d'Étienne. Je pense à la fragilité de l'amour et à la force que l'on acquiert lorsque l'on décide de se défendre, même si cela signifie être seul. Cette maison n'est pas seulement faite de briques et de bois. C'est de la mémoire de l'histoire et la preuve que parfois les voix les plus silencieuses peuvent résonner le plus fort lorsqu'elles parlent enfin. Alors, si vous m'écoutez en ce moment ou que vous soyez, dites-moi d'où regardez-vous, parce que je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Si jamais quelqu'un vous fait vous sentir petit, trop vieux, trop fatigué, trop impuissant pour vous battre, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de Monique, parce que la sagesse ne s'efface pas avec l'âge. Elle s'aiguise, et quand le moment viendra de défendre ce qui est à vous, vous n'aurez pas besoin de crier. Vous aurez juste besoin de tenir bon. Il disait que j'étais trop vieille pour me battre. Je murmure à la terrasse vide, le vent emportant mes mots comme des prières. Il s'avère que j'avais juste besoin de la bonne raison. Et alors que la lumière du soir m'enveloppe, je le sens à nouveau. Ce même feu silencieux brûlant toujours à l'intérieur. Celui que la trahison a tenté d'éteindre, mais n'a jamais pu.